Bien, commandant, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue au nom du commandant de la marine à Marseille, qui aurait dû être présent parmi nous ce soir et qui a été happé par d'autres obligations. Voilà. Comme vous l'avez compris, j'ai légèrement modifié le programme entre le mois de mai et le mois de juin. Voilà. C'est largement aussi bien, finalement. Vous suivez l'actualité militaire et maritime, donc vous avez vu vous avez entendu parler dans les médias de l'exercice EMEX Orion. Orion qui est un acronyme horrible qui signifie opération de grande envergure. Non, c'est la souris, à chaque fois la souris tombe. C'est bien ce que je disais, la souris tombe. Voilà. Orion pour opération de grande envergure pour des armées résilientes, interopérables, orientées vers le combat de haute intensité et novatrices. Vous savez que la phase aéromaritime et amphibie s'est déroulée cet hiver tout près d'ici sur le littoral languedocien. 2 bâtiments de projection et de commandement étaient engagés aux côtés du Charles de Gaulle et d'autres unités de surface dans cet exercice. J'ai eu la chance de réussir à obtenir la présence du capitaine de vaisseau Olivier Roussy, qui a participé lui-même à cet exercice donc, au mois de mars, et qui a bien voulu accepter de se déplacer pour vous, pour venir vous en parler ce soir. Donc nous collons, d'aussi près que possible, nous collons à l'actualité des activités de la Marine nationale. Et puis je vous le redirai à la fin, mais donc comme prévu, au mois de juin, le vice-amiral Cluzel viendra nous parler du dernier déploiement du groupe aéronaval en Méditerranée. Donc là encore, nous restons proches de l'activité opérationnelle de la marine. Voilà, commandant, je vous remercie beaucoup de vous être déplacé pour nos fidèles auditeurs et je vous laisse aussitôt la parole. Merci. Bien, alors après, il faut que je me baisse un petit peu, je suis un peu trop grand. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour vous éclairer sur cet exercice si singulier. Exercice Orion qui vous a déjà été en partie présenté, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Un exercice français le plus ambitieux en termes de moyens engagés par les forces armées depuis 40 ans et plus particulièrement son volet amphibie que je développerai au fil de mon propos ce soir. Alors j'aborderai dans un premier temps brièvement la physionomie générale de l'exercice Orion, en particulier le volet maritime avant de vous présenter la manœuvre amphibie, en revenant notamment sur les grands principes d'une opération amphibie. Ça me semble essentiel de vous expliquer un petit peu ce qu'est une opération amphibie avant d'aller plus loin dans le volet maritime de l'exercice Orion. Alors, il y en a des petits problèmes techniques. Voilà, ce sera peut-être un peu plus confortable à la fois pour moi et pour vous. Et je terminerai enfin par les enseignements de cet exercice hors norme qui s'inscrivent clairement dans la démarche de préparation opérationnelle à la haute intensité dont vous avez probablement entendu parler, qui a été initié par le chef d'état-major des armées et décliné dans la marine sous le vocable Polaris, dont vous avez peut-être également entendu parler au travers d'une vidéo qu'a diffusée le chef d'état-major de la marine sur le site Facebook de la marine, dont je fais la pub ici. N'hésitez pas à le consulter, il y a toujours des informations de premier plan pour suivre les actualités de la marine, mais également stratégiques au fil des vidéos du chef, l'amiral Pierre Vendier. Alors, là aussi, trahi par la technique. Alors, petit aparté quand même sur cette photo qui reflète un petit peu ma carrière, puisque j'ai débuté là-haut, sur Atlantique 2 en tant que pilote pendant 15 ans dans l'aéronautique navale. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de revenir dans les forces de surface à l'issue de l'école de guerre. Et me voilà commandant du PHA Mistral après avoir commandé le Guéprat, une frégate légère furtive. Donc une carrière très diversifiée, très opérationnelle. Et j'ai à la fois l'immense honneur de commander un beau bateau comme celui-ci et surtout un équipage combatif qui dispose de forces morales importantes qui nous a permis d'avoir d'excellents résultats de l'exercice Orion aux côtés de mes camarades de l'armée de terre. J'en vois qui sont présents dans la salle et je les salue. Donc Orion, ça a été présenté, alors opération d'envergure pour des armées résilientes, interopérables, orientées vers la haute intensité, novatrices. Alors pour les non-militaires présents dans la salle, les armées aiment bien les acronymes, on aime bien trouver toujours des significations diverses et variées
Alors on pourrait dire Orion, une constellation, des étoiles, on a visé haut. Oui, l'ambition était haute, mais finalement, voilà la définition de l'exercice Orion. Sans plus attendre, une petite vidéo pour vous mettre en appétit, pour vous expliquer un peu ce qu'est l'exercice Orion. Il s'agit ni plus ni moins que la vidéo institutionnelle pour présenter l'exercice Orion. Alors on va voir si ça marche. Ça va être un test. Parce que sans les SIC, pas d'opération. Je clique. Voilà. Par contre, il n'y a pas de son. Qui répond à de nombreux objectifs et permet un entraînement commun en interarmée et en multinational. En prenant en compte le durcissement des engagements et l'intégration multimilieu et multichamps, Orion constitue le premier jalon d'un nouveau cycle d'exercice triennal des armées. C'est comment ça marche pour diffuser la vidéo ou de pas la compétition entre Là, j'ai bien la vidéo, mais... le réarmement et la désinhibition de certaines puissances régionales, la multiplication des foyers de crise et l'expansion de la menace terroriste. Les armées françaises ont ainsi pris en compte les nouveaux champs de conflictualité, en particulier le champ des perceptions et le champ informationnel. Elles s'entraînent pour faire face à des stratégies hybrides. L'objectif de cet exercice inédit est de renforcer la préparation opérationnelle interarmée vers la haute intensité. Il s'agit Orion est un rendez-vous majeur pour les armées françaises qui répond à de nombreux objectifs et permet un entraînement commun en interarmée et en multinational. En prenant en compte le durcissement des engagements et l'intégration multimilieu et multichamps, Orion constitue le premier jalon d'un nouveau cycle d'exercice triennal des armées. Le contexte international est marqué par le durcissement de la compétition entre grandes puissances, le réarmement et la désinhibition de certaines puissances régionales, la multiplication des foyers de crise et l'expansion de la menace terroriste. Les armées françaises ont ainsi pris en compte les nouveaux champs de conflictualité, en particulier le champ des perceptions et le champ informationnel. Elles s'entraînent pour faire face à des stratégies hybrides. L'objectif de cet exercice inédit est de renforcer la préparation opérationnelle interarmée vers la haute intensité. Il s'agit donc d'entraîner les armées françaises dans un cadre interarmé et multinational sur un scénario de haute intensité qui intègre les domaines émergents, en particulier dans les champs immatériels. Orion 2023 se déroule sur 4 phases. La planification opérationnelle d'une opération d'envergure, une opération de projection interarmée amphibie et aéroportée dite d'entrée en premier, une phase de gestion de crise au niveau interministériel, enfin une phase finale d'opération d'envergure. Arnland faisait partie d'une fédération Skolkan qui a disparu. Mercure souhaite conserver son influence et apporte un soutien aux milices tantales qui revendiquent l'indépendance d'une des régions du pays. Face à la dégradation de la situation, la France décide de déployer son échelon national d'urgence interarmée, ou ENU. Ce déploiement se fait dans un environnement contesté. La France et ses partenaires affrontent Mercure en mer et neutralisent les défenses solaires et côtières. À la suite de frappes ciblées physiques et cyber, permettant de créer des brèches dans le dispositif adverse, plusieurs centaines de parachutistes seront déployés en Arnland, juste avant que les soldats du groupement tactique embarqué ne débarquent sur les côtes, depuis les porte-hélicoptères amphibies, appuyés notamment par le groupe aéronaval, centré sur le porte-avions, et la force aérienne décollant des bases à terre. L'objectif est de sécuriser un point d'entrée sur le théâtre d'opération avant l'envoi du 2e et 3e échelon de l'ENU. Tous les milieux et les champs de conflictualité sont concernés, notamment le cyber, les fonds marins et le spatial. Une guerre informationnelle est également menée. Après quelques mois et des décisions politiques prises pendant la phase 3, la France devient nation cadre d'une coalition internationale. La force est maintenant présente dans le nord-est du pays, mais fait face à une menace d'envergure. Surveillées depuis le début de l'opération, les forces de Mercure finissent par passer la frontière. La confrontation devient inévitable. La supériorité aérienne doit être gagnée et la division multinationale est engagée dans une manœuvre défensive majeure.
Orion 2023, c'est 7 000 militaires sur la phase 2 et jusqu'à 12 000 militaires sur la phase 4, sur près de 20 départements, mais aussi en mer et dans les espaces aériens. C'est le retour des grandes manœuvres en terrain libre. Cette préparation opérationnelle, qui intègre une vingtaine d'exercices, doit permettre un entraînement réaliste, durci et à grande échelle. Ce réalisme est également possible grâce à la participation en nombre de nos partenaires internationaux. Mais cet exercice démontre surtout la capacité française à entrer en premier sur un théâtre d'opération, à entraîner et fédérer des partenaires internationaux pour conduire une opération d'envergure et des affrontements de haute intensité, en intégrant tous les milieux et champs de conflictualité. Tout cela contribue à montrer que la France est une puissance d'équilibre majeure, crédible et déterminée au service de la sécurité et de l'ordre international. Alors, je vais retrouver mon PowerPoint. Ça s'affiche? Bien. Donc, il faut retenir plusieurs termes dans cette présentation générale d'Orion. Déjà, il y a multimilieu, multichamp. Donc ça, c'est, vous entendrez parler de M2MC. Hein, c'est aussi un acronyme qu'on utilise très souvent dans cette préparation opérationnelle à la haute intensité. Multimilieu, multichamp, c'est quoi le multimilieu, multichamp? Multimilieu, terre, air, mer et l'espace, qui est un nouveau champ un nouveau milieu de conflictualité, et également multichamp. Donc multichamp, c'est l'informationnel, le cyber, et tout ça, je vais le décliner en donnant un exemple précis d'une manœuvre informationnelle qu'on a effectuée à bord du PHA Mistral, dans une manœuvre de déception que je vous présenterai dans quelques minutes. On va effectuer un focus, nous, on ne va s'intéresser qu'à la phase 2. La phase 2, c'était la phase d'un scénario d'entrée en premier, au travers d'une opération amphibie dans la région de Sète, concomitante à une opération aéroportée dans la région de Castres. Donc moi, je vais faire un focus, une loupe sur l'opération amphibie en elle-même. On va commencer par vous expliquer quelles sont les grandes phases d'une opération amphibie. Je ferai une brève présentation d'un porte-hélicoptère amphibie qui est vraiment le porteur de cette opération, hein, un outil majeur pour mener à bien une opération amphibie. Il y en avait 2 engagés sur cette opération Orion, que j'ai volontairement appelé opération. C'est comme ça que je l'ai décliné devant mon équipage, pour le fédérer et lui faire comprendre qu'au-delà du vocable exercice, il fallait qu'on se considère nous-mêmes en opération pour produire des effets robustes, réalistes, et qu'on aille un petit peu dans les coins du domaine. Je sais que c'est un terme que j'utilise souvent, que le chef d'état-major de la marine utilise également, aller dans les coins du domaine, dépasser un petit peu nos process habituels pour justement être innovants dans nos manœuvres tactiques et pour produire des effets dans ces nouveaux champs de conflictualité que je vous ai déclinés, l'informationnel et le cyber notamment. Alors, le scénario, il est somme toute assez... j'espère que vous l'avez parfaitement compris lors de cette vidéo. En résumé, vous avez une force Mercure qui ressemblerait peu ou prou à la Russie, mais ça, il ne faut pas le dire. Arnland, qui est un pays sous influence, ou en tout cas Mercure souhaiterait rétablir son influence dans le pays Arnland. Là, actuellement, c'est représenté par le pays jeune, c'est-à-dire la France. Et pour mener à bien cette opération d'influence de Mercure, pour rétablir un ancien empire Skolkan, comprendre l'URSS, eh bien, le pays Mercure utilise des méthodes dites asymétriques, c'est-à-dire qu'elle finance une milice terroriste, une milice dénommée Tantal, qui a infiltré progressivement, notamment le sud du pays Arnland, et qui progressivement participe à l'opération d'influence du pays Mercure sur Arnland pour le rendre notamment dépendant du pays Mercure. La France, elle, est située ici sur la carte au Maroc, et donc l'opération navale de l'opération Orion s'est déroulée depuis les côtes marocaines pour ensuite se diriger vers les côtes arnlandaises, où je vais décliner un petit peu ce qu'a été la manœuvre navale de l'exercice Orion durant le mois de février 2023.
Alors, les opérations amphibies. Ça me semble essentiel de vous présenter ce qu'est une opération amphibie. Déjà, cette planche très synthétique vous fait comprendre la complexité d'une telle opération, tant dans la planification que la conduite, au travers de la diversité des moyens. Alors, il y a une définition consacrée d'une opération amphibie. C'est une opération de la mer vers la terre qui vise à débarquer des troupes terrestres sur une côte hostile ou potentiellement hostile. Là, en l'occurrence, c'était une zone dite contestée, donc potentiellement hostile. Il s'agit d'une opération complexe, dans la planification de la conduite, j'en ai parlé, qui implique un changement de milieu et se déroule à la fois sur mer, sur terre et dans les airs. Donc c'est une opération par essence interarmée qui produit des effets dans tous les milieux et qui nécessite, comme vous voyez sur la carte, évidemment le cœur d'une opération amphibie, ça reste la Task Force amphibie, avec à sa tête le commandant de la Task Force amphibie qui est généralement un officier de marine, officier général, qui va commander l'opération. À ses côtés, il y a le chef, ce qu'on appelle le CLIF, le Commander of Landing Forces, qui lui est un officier général de l'armée de terre, qui lui va commander les troupes de l'armée de terre embarquées sur les porte-hélicoptères amphibies. Vous voyez le vocable BPC, qui est bâtiment de projection de commandement, qui est l'ancienne dénomination de ces types de bâtiments. Et en 2019, il a été décidé de changer de nom, porte-hélicoptère amphibie, plus parlant, notamment à la communauté civile, mais également vis-à-vis de nos partenaires, dans la mesure où les anglo-saxons dénomment ce genre de bâtiment des LHD, Landing Helicopter Dock, ou porte-hélicoptère amphibie. C'est une déclinaison du vocable anglo-saxon qui est un peu plus parlant que le BPC, qui ne parlait pas à grand monde. Donc, le CATAF, le CLIF, donc ce sont les deux grands commandeurs des opérations amphibies. Et pour mener à bien une opération amphibie de la mer vers la terre, eh bien, on va avoir besoin en amont de forces spéciales, ce qu'on appelle les opérations dites avancées, pour aller produire des effets sur la frange côtière, d'opérations de renseignement, également des opérations cinétiques, pour neutraliser par exemple un système, un ennemi potentiel. Une fois qu'on a procédé aux opérations avancées, il va y avoir ensuite les pre-landing forces qui, elles, sont dédiées à préparer la plage, préparer la zone de débarquement pour pouvoir ensuite débarquer les troupes, débarquer les véhicules dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est la manœuvre amphibie dite ship-to-shore maneuver. Et également, il y a des opérations amphibies qui nécessitent des hélicoptères. Et là, on est dans une logique de ship-to-objective maneuver. Donc, on fait décoller des hélicoptères, des porte-hélicoptères amphibies pour aller ensuite déployer des troupes, du matériel sur la frange côtière, également dans la profondeur. Donc vous voyez ces deux volets de l'opération amphibie qui nécessitent à la fois des troupes, des moyens héliportés, et tout ça on le fait à partir du porte-hélicoptère amphibie. Et pour pouvoir faire ça en sécurité dans une zone contestée, une zone hostile, vous avez besoin d'une escorte qui est représentée ici par un sous-marin, éventuellement des frégates anti-aériennes, anti-sous-marines, et également dans le cadre de l'exercice Orion où on voulait simuler une opération amphibie d'ampleur qui nécessitait l'appui d'un groupe aéronaval pour produire des effets dans la profondeur au travers de strikes et également assurer une supériorité aérienne dans la zone de l'opération amphibie. Eh bien, le groupe aéronaval a été véritablement un outil clé pour le succès de l'opération amphibie pendant Orion, puisque grâce à son action, on a pu très rapidement acquérir, aux côtés de nos camarades de l'armée de l'air qui, eux, produisaient des effets au travers de vols massifs depuis la France par des trains de ravitaillement, ont réussi à acquérir très rapidement la supériorité aérienne face à un ennemi symétrique. C'est un peu la nouveauté d'Orion. On s'est longtemps entraîné ces 20 dernières années contre des menaces dites asymétriques, c'est-à-dire des menaces type terroristes. Là, on était véritablement face à une armée avec les mêmes moyens, et on s'est attaché, en tout cas les organisateurs se sont attachés, ce qu'on appelle la White Cell, la cellule d'animation, s'est attaché à avoir en face de la force bleue une force rouge cohérente, avec des vrais moyens pour justement pouvoir nous jauger, nous, force bleue, à 90% française. Je reviendrai sur le caractère multinational de l'exercice. Il y avait des partenaires qui étaient essentiellement dans la force rouge, alors n'y voir aucune manœuvre politique ni quoi que ce soit, mais c'était aussi pour avoir en face de nous une frégate anglaise, une frégate américaine, des moyens américains, anglais, OTAN, suffisamment crédibles pour que nous, ensuite, on puisse
se confronter à une vraie menace. Donc voilà à peu près pour une opération amphibie, vraiment dans les grandes lignes, je vais très vite. Vous voyez ici un bâtiment de lutte contre les mines, un CMT, qui lui est chargé de créer un chenal d'accès pour les chalands de débarquement, depuis les PHA vers la plage, pour sécuriser les approches, de manière à ne pas exposer nos forces amies à une menace. La menace mine, elle est réelle. Vous l'avez vu à l'aune du conflit en Ukraine, c'est une vraie menace qui revient au goût du jour, qu'il a toujours été, mais là qui revient au goût du jour parce qu'on peut très rapidement, avec des mines qui sont des objets qu'on peut acheter sur Internet, qu'on peut fabriquer aisément, c'est un peu l'arme du pauvre et qui peut produire des effets très importants. C'est vraiment la politique, ou en tout cas la tactique du faible au fort. Avec 3 mines, vous pouvez bloquer un détroit à moindre frais. Et donc on a besoin, on a une vraie capacité en France, c'est la lutte contre les mines. C'est un domaine d'excellence qui d'ailleurs au passage est en train de se transformer avec un programme d'armement qui est probablement le plus disruptif de ces dernières années. C'est un système de drone. Donc plus tard, là vous avez des bâtiments avec des plongeurs. Dans quelques années, vous aurez un drone de surface qui mettra lui-même en œuvre un drone sous-marin qui tractera un sonar et qui sera capable d'aller traiter une mine sans l'intervention de l'homme. Alors si l'intervention de l'homme par procuration au travers de télécommandes d'un centre à terre, et c'est pour vous montrer un petit peu que là aussi la menace, la lutte contre les mines évolue de manière significative. Et donc ce sera, vous entendez parler du programme SLAMF, système de lutte anti-mine du futur. Voilà, je fais un petit aparté, mais c'est toujours intéressant d'avoir cet éclairage-là, puisque la partie drone était également un domaine testé durant l'exercice Orion, notamment au travers de la maîtrise des fonds marins, pour aller rechercher une carlingue d'hélicoptères. On avait simulé un crash d'hélicoptère et donc il y a un robot sous-marin qui est allé détecter, rechercher cette carlingue. Donc, opération complexe qui nécessite un état-major évidemment interarmé, à bord du PHA. En l'occurrence, c'était le Tonnerre qui a embarqué le commandant, donc le CATAF, le commandant de l'opération amphibie, également le CLIF, le commandant des forces terrestres, en l'occurrence le général Ozan qui commande la 6e brigade légère blindée à Nîmes, qui était embarqué sur le Tonnerre avec un état-major de 140 personnes pour commander depuis la mer cette opération amphibie. Important là aussi, tester nos capacités à commander une opération depuis la mer pour être sur le théâtre, pour sentir les choses, pour être, même si on a des capacités satellitaires pour commander une opération depuis la terre, le concept de l'opération amphibie, c'est bien commander depuis la mer sur un état-major embarqué sur un PHA qui dispose des moyens adéquats pour commander, c'est-à-dire des systèmes de communication, un lien avec la terre, un lien avec les forces déployées et capable ensuite d'opérer. Ce qui fait véritablement la spécificité d'une opération amphibie, c'est le changement de milieu. Il y a une phase qui vient terminer l'opération amphibie, c'est le transfert d'autorité. Le CATAF, qui était le commandant de l'opération amphibie embarquée, transmet l'autorité des troupes au CLIF, qui lui a débarqué sur la plage, et à partir de là, eh bien, le commandant des forces terrestres est autonome et capable ensuite d'évoluer dans la profondeur. Ce qui s'est passé pendant Orion, il était d'abord sur la frange côtière à 7, prise de tête de pont, sécurisation de la frange côtière avant de ensuite procéder vers la région de Castres pour rallier la brigade parachutiste qui avait concomitamment sauté sur le terrain de Castres pour ensuite faire la jonction et basculer sur une opération terrestre majeure. La phase 4 qui vient de se terminer en Champagne, bon, il y a eu un petit delta entre la phase 2 que je viens de présenter et la phase 4, dédiée aux opérations civilo-militaires, en gros la manœuvre diplomatique, et pour ensuite, non pas gagner les cœurs de la population, mais préparer cette phase 4 au mieux. Et je crois que la phase 4 a été un vrai succès également. J'ai eu quelques contacts avec mes camarades de l'armée de terre, notamment les officiers de la 6e BLB, et ils en reviennent avec à la fois les idées claires sur les forces de l'armée de terre, sur cette phase 4, et les pistes de progression. Mais je vois que c'était un franc succès, et Orion 23 s'inscrit comme un modèle du genre. Et nos partenaires internationaux qui ont participé à l'exercice louent notre capacité à organiser ce genre d'exercice
et être aussi ambitieux finalement dans les effets qu'on voulait produire. Donc objectif atteint, job is done comme disent les Américains, mais je crois que c'est véritablement le cas. On a mis les moyens, les armées ont mis les moyens, et le résultat est là. On sait qu'on est capable de faire face en autonomie, en quasi-autonomie, puisque je l'ai dit que nos camarades étrangers étaient plutôt dans la force adverse pour nous tester. Donc on sait qu'avec les moyens actuels, on est capable de faire face à un conflit de moyenne à haute intensité et qu'on est capable de se mobiliser. Donc c'était peut-être l'une des rares fois où on a pu tester le déploiement de l'échelon national d'urgence, et je reviendrai tout à l'heure. Les opérations amphibies, ce n'est pas une nouveauté, hein, puisque dans l'histoire, pour les férus d'histoire, la première opération amphibie, c'est la bataille de Marathon, 490 avant Jésus-Christ, épisode majeur de la guerre médique entre Grecs et Perses. Il y a eu la bataille d'Hastings également, guerre des 7 ans, Guillaume le Conquérant qui débarque en Cornouailles, qui ensuite fait route vers Londres pour prendre le trône d'Angleterre, ça fait toujours plaisir de le rappeler. C'est aussi grâce à une opération amphibie qu'il a pu conquérir le trône d'Angleterre. Les descentes anglaises durant la guerre des 7 ans, la prise de Fort Fisher également par les troupes de l'Union en 1865, la fameuse bataille des Dardanelles qui malheureusement a conduit, était quand même un échec relatif avec des lourdes pertes côté français et anglais, mais qui nous a également permis de nous préparer ensuite à la Deuxième Guerre mondiale et au débarquement de 1944, en tirer les meilleurs enseignements. Iwo Jima, Overlord évidemment, Suez 56 et plus récemment les Malouines, l'attaque de Port San Carlos par les Anglais, prélude à la reprise des Malouines, là aussi épisode majeur dans l'histoire des opérations amphibies. Vous noterez également qu'il y a un changement majeur dans la politique et la stratégie américaine et anglaise sur les opérations amphibies pour basculer de ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire une opération amphibie d'ampleur qui nécessite beaucoup de moyens, à un concept d'amphibie dit agile qui permet, avec des troupes, on va dire, assez simples, de l'ordre de la section d'une compagnie, de produire des effets ponctuels sur une côte en vue d'une opération plus importante. Cette amphibie agile correspond aussi finalement à notre criticité RH, à la faiblesse des moyens, mais permet néanmoins de produire des effets pas aussi conséquents que ceci, mais c'est un concept intéressant auquel les Français s'intéressent et on développe des tactiques dans ce domaine-là. Je vous présenterai l'opération de Tonkin, qui vous rappellera pour les plus anciens les fameuses DINASSO, les divisions navales d'assaut en Indochine, puisqu'on a pu conduire pour la première fois depuis une quarantaine d'années une opération fluviale d'ampleur de la mer vers la terre, qui a été un franc succès et présenté au chef d'état-major des armées durant le VIPD. Alors, je vois que l'heure tourne. On va passer rapidement sur les différentes phases d'une opération amphibie. Là aussi, pour vous refléter un peu la complexité. TERMSAT, c'est un terme anglo-saxon. En gros, préparation, embarquement, rehearsal, c'est-à-dire une répétition, la manœuvre, donc pour rallier la zone d'opération. Le shaping, c'est la préparation de la zone, reconnaissance, sécurisation. L'assaut, il porte bien son nom, c'est l'assaut amphibie en tant que tel. Et ensuite, termination, donc on exploite la tête de pont, la frange côtière, et soit on procède à un rembarquement des troupes qu'on a débarquées, soit on part de la zone et on procède dans la profondeur, comme ça a été le cas durant l'opération Orion. Le porte-hélicoptère amphibie en quelques chiffres. Alors c'est le couteau suisse de la marine, c'est souvent comme ça qu'on le présente de manière un peu vulgaire. Pourquoi? Parce qu'il est très polyvalent. Dès le neuvage, il a été pensé, alors certes, pour conduire des opérations amphibies, avec un port flottant qui se trouve à l'arrière, qui s'appelle le radier. Au travers de ballast, on arrive à alourdir le bateau, lui faire prendre de l'assiette. De l'eau s'engouffre dans le radier, on verra une petite vidéo tout à l'heure, ce sera plus parlant, pour pouvoir embarquer les chalands de débarquement, embarquer les troupes sur les chalands ou les véhicules, et ensuite les débarquer sur la plage. Donc on est capable de faire ça depuis l'arrière. En bas, vous avez ce qu'on appelle le radier, il se trouve ici, pour ceux qui n'ont jamais visité un PHA. Au-delà de ses capacités amphibies, c'est également un porte-hélicoptère majeur, puisqu'il est capable d'embarquer 16 hélicoptères, comme ça a été le cas durant l'opération Harmattan face à la Libye. Donc il a un pont d'envol de 5000 m², il y a 6 spots, on peut mettre en œuvre 6 hélicoptères en même temps, et un immense hangar à hélicoptères, dans lequel on peut stocker jusqu'à 16 hélicoptères
de différents tonnages. Il est capable d'accueillir tous les types d'hélicoptères français, également de l'OTAN, y compris un Super Stallion. Donc c'est quand même une capacité importante. Également le V-22, qui est l'aéronef hybride américain, vous savez, avec le tilt-rotor qui est à la fois hélicoptère et avion, qui permet de se poser sur le spot unité à l'avant. Donc amphibie, porte-hélicoptère, c'est également un hôpital flottant, puisque on est capable d'embarquer un hôpital type Rôle 2. C'est ni plus ni moins qu'une capacité d'un hôpital d'une ville de province, avec 2 blocs opératoires, une salle de réanimation. On a 69 lits médicalisés, une quinzaine à l'isolement. Il y a un scanner, il y a un cabinet de dentiste. Donc on a vraiment tout un panel très important pour à la fois venir en aide à des potentiels blessés sur une opération amphibie. Je rappelle le but de la médecine de guerre. Il faut stabiliser le patient, donc ça on a les capacités de le faire, une salle de triage, on le stabilise, on l'opère éventuellement en vue de l'évacuer. Ce bateau n'a pas vocation à faire une hospitalisation dans la durée, mais l'idée c'est stabiliser le patient en vue de l'évacuer ou le rétablir pour qu'il puisse repartir au combat, puisque c'est l'essence même de notre métier, aller au combat, et donc on doit tenir dans la durée. C'est un bateau avec une grande autonomie, 45 jours de mer, sans ravitaillement, on peut faire 6000 km, donc c'est quand même très conséquent, et avec des capacités en vivres et en carburant aéronautique très importants également, et en munitions. Également, des capacités pour embarquer un état-major, j'en ai parlé, ça a été le cas pendant Orion. Un état-major, la zone état-major fait 800 mètres carrés, elle est modulaire, elle permet de brasser tous les types de réseaux, qu'ils soient français, protégés ou non protégés, également internationaux. On est capable de ségréguer des zones, faire des zones secrètes, très secrètes, travailler avec des Américains, travailler avec des non-otaniens. Donc on est capable de faire beaucoup de choses dans cette zone état-major. Et ça, on peut le faire uniquement grâce à nos moyens de communication, qu'ils soient satellitaires, HF, on a à peu près toutes les gammes de fréquences. Et donc, l'un des cœurs du bateau, au-delà du radier et des capacités amphibies, c'est bien les systèmes de communication essentiels qu'on est amené à renouveler très régulièrement pour être plugués avec la bulle de l'armée de terre, ça va de soi, mais également nos camarades de l'armée de l'air et nos camarades de l'OTAN, où là aussi les systèmes de communication évoluent très régulièrement. Le chiffre 2, le bateau il fait 200 mètres, 22 000 tonnes, l'équipage de conduite c'est 200 marins, c'est pas beaucoup pour ce type de bâtiment, grâce aux automates, grâce à tout ça. Donc ça fait partie des équipages dits optimisés, au même titre que les frégates multimissions. Et derrière, on n'appareille jamais à 200, on est systématiquement entre 400 et 600. En gros, dès qu'on prend la mer, on a les troupes de l'armée de terre à bord. On peut embarquer jusqu'à 450 troupes de l'armée de terre. On peut monter à 650, voire 700, voire 800 personnes à bord. On peut même aller bien au-delà, puisque la première opération du Mistral en 2006, c'était l'opération Baliste, évacuation des ressortissants au Liban. Et on a embarqué 1200 personnes sur le premier embarquement, donc des familles entières, 1200 personnes pour les évacuer vers Chypre en vue de leur rapatriement en France. C'est un souvenir assez fort pour l'équipage qui a vécu ça. Il y avait même on a gonflé une petite piscine sur l'arrière pour les enfants. Il faut imaginer des familles stressées dans un pays en guerre, en proie à une crise profonde, et nous on était là pour les rassurer déjà, et puis pour les rapatrier en lieu sûr, tout ça avec beaucoup d'humanité. Ça fait aussi partie du cœur de métier du marin. Et vous avez probablement vu la frégate Lorraine qui, lors de son passage en mer Rouge, a été déployée à Port-Soudan pour procéder à l'évacuation des ressortissants onusiens suite à la crise au Soudan. Donc voilà quelques chiffres PHA. Donc là, vous avez en photo quelques photos des opérations amphibies. Ça, c'est un EDAR, hein, c'est un grand chaland de débarquement, c'est un gros catamaran de dernière génération qui, vous voyez le radier ici, donc il rentre dans le radier, il peut embarquer tout type de véhicules de l'armée de terre, y compris des Griffons, y compris un Charles Leclerc. Donc c'est quand même des grosses capacités. Il est capable d'aller à 35 nœuds, 70 km/h, donc avec aussi une capacité de projection trans-horizon. Il est capable d'aller au-delà de l'horizon
procéder à des raids jusqu'à 200 nautiques, ce qui est très important et très intéressant pour certains types de missions où on veut positionner le porte-hélicoptère amphibie loin d'une menace, et donc on va utiliser ce genre de chaland pour rallier un point de débarquement loin du PHA et laisser le PHA en offset loin de la menace. Une autre configuration aussi, là vous voyez une phase de plageage, c'était au Liban pendant l'opération Cèdre Bleu qu'on a menée il y a 3 semaines, donc vers Beyrouth, vous voyez ici. Comment on est positionné, on était proche des côtes, c'est pas très réaliste, et c'est dans le cadre d'un exercice avec des contraintes de temps importantes. Allez, rentrons dans le vif du sujet, la manœuvre navale de l'opération Orion, une opération complexe avec différentes phases. Alors une première phase, on avait simulé le transit du Maroc, donc la France, dans le cadre du scénario, vers les côtes corses, qui étaient françaises également. Donc le transit et ce qu'on appelait le rehearsal, la répétition, je vais y revenir après. Shaping, ensuite, une fois qu'on a mené notre opération de répétition, qui est essentielle d'une opération amphibie, on est obligé de faire une répétition. Pourquoi? C'est là qu'on va jouer nos gammes, peaufiner les détails, de manière à être plus efficace le jour J pour le D-Day, pour le débarquement. Pour autant, on peut s'en affranchir avec une performance opérationnelle moindre. Donc dans toute opération amphibie, on essaie de ne pas couper dans les coins et de faire ce rehearsal qui est essentiel pour voir quelles sont nos fragilités, quelles sont les voies de progression, et comment agréger toutes les forces qui ne se connaissent pas forcément, même si on fait des exercices auparavant. Le jour J, on a besoin d'une phase où on va apprendre à se connaître, savoir où est-ce qu'on en est tous de notre niveau opérationnel pour être le plus performant le jour J. Donc le rehearsal est essentiel. Ensuite, il y a évidemment le D-Day, c'était le 26 février dans la région de Sète et Frontignan. Et ensuite, toute la partie prise de tête de pont par les troupes de l'armée de terre, sécurisation de la frange côtière, neutralisation des forces totales, c'est-à-dire cette milice terroriste qui était la force d'opposition pour nos camarades de l'armée de terre. Eux étaient donc dans une logique de lutte contre une menace asymétrique, au contraire de la force navale sur cette phase-là qui faisait face à une force navale symétrique, c'est-à-dire avec les mêmes capacités, des capacités missiles, il y avait un sous-marin, il y avait des frégates, il y avait un porte-avions espagnol avec des chasseurs espagnols, il y avait également des chasseurs étrangers qui sont venus nous agresser. Donc il y avait une vraie force d'opposition et avec une liberté d'action pour nous les commandants très forte voulue par le chef d'état-major de la marine au travers de l'esprit Polaris. Là aussi, on a changé un peu de paradigme dans notre manière de nous entraîner. On veut aller plus loin, s'affranchir un peu du carcan de nos scénarios et pouvoir mener à bien des idées tactiques sans forcément rentrer dans un processus de validation lourd comme on a pu connaître parfois il y a quelques années. Et donc là, on a cette liberté, une liberté qui est très épanouissante, parfois risquée, puisque ça nous conduit à aller tutoyer un petit peu les coins du domaine, à aller, par exemple, mettre à l'eau par mer forte, rentrer un peu dans les lignes adverses, aller au contact. Et tout ça, on l'a expérimenté pendant Orion, on l'avait déjà expérimenté pendant l'exercice Polaris l'année dernière, et ça, on en retire beaucoup. C'est comme ça, à mon sens, qu'on cultive le sens combatif et qu'on va tester nos limites. Et c'est en testant nos limites que derrière, demain, parce qu'on y sera confronté, lorsqu'on entend un peu nos grands chefs militaires, la question n'est pas de savoir si un jour, un bateau de la marine se prendra un missile. C'est quand? Voilà. On en est là, dans nos réflexions tactiques, on en est là, et c'est pour ça qu'on s'entraîne dans ce genre de scénario où on laisse libre cours, durant des périodes de 72 heures en l'occurrence, où on avait en gros jeu libre, avec des règles d'engagement, avec malgré tout un carcan normal, réglementaire, mais pour autant, on avait beaucoup de liberté pour élaborer des idées tactiques et les mener jusqu'au bout. Voilà, la logique de bout en bout, hyper importante, et je pense qu'on s'entraîne beaucoup mieux en ce sens-là. Nos camarades de l'armée de terre également évoluent vers ce genre de scénario, de manière de s'entraîner, et l'armée de l'air également. C'est vraiment une manœuvre d'ensemble, une manœuvre interarmée. Et je sais que les étrangers, en tout cas, nous observent notre manière de faire, puisque bon an, mal an, on est en train d'irriguer l'OTAN dans cette manière de s'entraîner plus proche de la réalité, et surtout plus en adéquation avec le durcissement des conflits. Alors, concernant le Mistral, comment ça s'est passé? Donc, on n'est pas parti du Maroc, on est parti de Toulon, c'était plus pratique.
On a commencé par une phase d'entraînement de force navale, tout simplement, où on balance les communications, on s'assure que tous les réseaux sont ouverts et fonctionnels. On s'assure également de mener à bien des exercices de tir, des exercices de lutte contre une menace aérienne pour nous préparer au combat. C'est une phase essentielle qui dure finalement assez peu de temps, mais essentielle pour ensuite considérer que la force navale est apte au combat, combat ready. On s'est dirigé vers la Corse pour mener à bien une opération, la fameuse répétition, le rehearsal en anglais. C'était du côté de Porto Vecchio, ici, au Canetou, pour ceux qui connaissent. Et donc là, on a finalement effectué la même manœuvre que le D-Day. Donc on a élaboré la tactique, on a conduit l'opération de A à Z telle qu'on l'avait imaginée au départ pour le D-Day. Et cette opération de rehearsal, donc de débarquement de la quasi-totalité des troupes terrestres qu'on avait à bord et des véhicules, nous a permis de changer un peu d'idée de manœuvre, de voir ce qui ne fonctionnait pas, ce qui était moins efficace, pour justement être plus performant le D-Day. Et donc ce rehearsal nous a permis de nous driller et d'élaborer une nouvelle idée tactique qui nous paraissait plus pertinente à l'aune du retour d'expérience de ce rehearsal. Voilà pourquoi on fait un rehearsal. Sur des manœuvres aussi complexes, où il y a énormément de coactivité, énormément de risques, cette opération est essentielle pour la suite. Et vous verrez. Alors j'avais une petite vidéo qui dure assez peu de temps, qui est illustrée, mais ça va être le même problème que tout à l'heure. Je vais essayer d'aller vite. C'est pas moi qui choisis les musiques. Hein. Alors, hop. Go. Donc là, c'est le briefing à l'intérieur hein, avec les troupes de l'armée de terre. Là, vous voyez un nouveau véhicule, c'est le Griffon, nouveau véhicule blindé de l'armée de terre, qu'on a évalué opérationnellement pendant cet exercice. Là, vous voyez un EDAS, qui est un nouvel engin de débarquement, avec 2 Griffons à bord. Là, il déradie, donc en fait, il débarque du bateau via le radier, direction la plage. Donc à vitesse élevée, hein, ce sont des bâtiments avec des capacités de projection rapide. Voilà, vous voyez la porte avant qui s'ouvre, qui se met en position à 30 degrés, hein, en vue de procéder au débarquement de troupes. Et les véhicules qui se déplacent sur la plage du Canetou en l'occurrence, pour la répétition. Donc, troupes véhiculées, troupes à pied. Là, vous voyez un véhicule de l'avant blindé sanitaire. Un AMX-10, véhicule blindé. Un VBC, non VBL. Donc les deux porte-hélicoptères amphibies qui formaient la Task Force amphibie, avec les escorteurs qui étaient pas très loin. Voilà. Ça vous permet d'avoir un petit aperçu très rapide, hein, mais c'est reparti. Tac. Hop. Ça c'est bon. Ça c'est juste pour vous donner un exemple. Une fois qu'on a procédé en fait à la répétition vers Porto Vecchio, on a effectué une manœuvre dite de déception, c'est-à-dire qu'on est parti les 2 PHA de Porto Vecchio de nuit. On a passé les bouches de Bonifacio, et là, dans notre idée tactique, en vue d'aller effectuer le débarquement à 7, on a décidé de se diviser, de diluer la force au travers d'une manœuvre assez audacieuse qui a consisté à breaker à droite vers le nord, vers en gros Marseille,
avec les deux PHA assez proches l'un de l'autre. À un moment donné, on s'est divisé. Le tonnerre est parti sans émission radar, sans émettre quasiment aucune émission, il était en silence total. Il est parti plein sud, à vitesse rapide pour un PHA, c'est 15 nœuds, hein, escorté par une frégate allemande. Et donc, il est parti plein sud. Pendant que nous étions du côté de Propriane, en essayant de faire comprendre par une manœuvre informationnelle que je vais vous présenter après qu'on était toujours 2 porte-hélicoptères amphibies. Donc on a voulu créer de la confusion. Et pour ça, je vais vous présenter un petit peu la manœuvre informationnelle afférente qui nous a permis de faire croire à l'ennemi, en tout cas durant quelques heures, eh bien, qu'on était toujours 2 PHA dans la région de la Corse. C'est pour montrer un petit peu l'importance de ces nouveaux champs de conflictualité. On a des moyens de le faire, des moyens qui sont raisonnables, mais qui permettent de produire des véritables effets chez l'ennemi, et c'est ce que je vais vous présenter. Alors, cette manœuvre informationnelle, donc généralement on la formalise comme ça, ça paraît assez artificiel, mais ça permet de formaliser les choses. Donc, afin d'appuyer la manœuvre de dilution du tonnerre en créant de la confusion chez le pays Mercure, je veux laisser croire à la présence de 2 PHA à Ajaccio, tonnerre à quai, Mistral au large, donner une dimension humanitaire à la présence des PHA à Ajaccio et rassurer la population corse. Donc ça, c'était ce que je voulais faire. Voilà, c'était mon intention, l'intention que j'ai présentée au commandant de l'opération amphibie, telle que je l'avais imaginée, et il a validé l'idée de manœuvre. Comment on a fait? Ça a commencé par laisser croire à la présence des 2 PHA à Ajaccio. On avait préparé de longue date, on avait fait une demande d'escale véritable à Ajaccio à 2 PHA. Un à quai et l'autre au mouillage en face du port de commerce. Étant donné qu'on nous a effacé les noms et les numéros de coque, on a joué sur la confusion pour nous faire passer, nous, Mistral, pour le tonnerre. Et on avait, avant d'appareiller de Toulon, échangé nos toiles de pudeur, qui sont les toiles que vous voyez ici à la coupée, et où il y a le nom du bateau. On avait échangé, on avait déjà pris celle du tonnerre. On s'est fait passer pour le tonnerre, on a appelé les pilotes de port pour leur dire qu'on était le tonnerre. Ils ont joué le jeu aussi parce qu'on leur avait expliqué un peu la manœuvre. Avant ça, on avait contacté tous les sémaphores corses qui étaient français dans le scénario. La Corse était française, ils n'étaient pas infiltrés. Donc on les a appelés, on a dit voilà ce qu'on veut faire. Est-ce que vous jouez le jeu? Est-ce que vous acceptez également dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la diffusion des informations maritimes sur les réseaux? Est-ce que vous jouez le jeu de nous faire passer pour le tonnerre et de mettre une piste fictive Mistral? Ils ont joué le jeu et tout ça nous a conduit à arriver en me faisant passer pour le tonnerre à la fréquence avec les pilotes. Les pilotes sont arrivés à bord, ils nous ont appelé le tonnerre, etc. On a accosté, on a déployé la coupée, on a mis la toile de pudeur tonnerre, et à partir de là, il y a des vrais spotters. Donc là, on a produit des effets également dans la vraie vie, puisque des spotters, ce qu'on appelle les spotters, ce sont les photographes qui aiment photographier les avions, les bateaux, qui diffusent ça sur les réseaux sociaux. Et donc, tout de suite, ça a pingé 15-20 minutes après notre arrivée. Et on a commencé à voir, vous voyez là, des tweets, comme quoi le tonnerre, ou en tout cas un PHA, notamment le tonnerre, était arrivé avec une photo du nom de la coupée. Donc tout ça a été fait sciemment, et on a déjà vu que dans le vrai champ informationnel de la vraie vie, on a produit un effet. Là, c'était une première victoire. Ensuite, on a fait croire que le Mistral était au large. Tout ça a été communiqué, transmis et diffusé. Et j'ai fait également une fausse interview. Donc là, dans le champ informationnel de l'exercice. Donc là, vous pouvez voir, on a fait en sorte de faire quelque chose qui ressemblait à une action humanitaire. Donc on a sorti les véhicules médicaux, on a débarqué du matériel, vous voyez les petites croix rouges, etc., pour faire croire que nous étions là pour soutenir le peuple corse, le peuple français, qu'on était au contact de la population et qu'on était en mesure de les défendre, le cas échéant. Et donc on a juste fait croire à une opération humanitaire sans montrer des munitions, sans montrer les muscles. On avait rangé les hélicos, par exemple. On les avait mis dans le hangar. On ne voulait pas nous faire passer pour un bâtiment prêt à faire la guerre. Ce n'était pas l'objet. Et là aussi, l'idée, c'était de faire croire à l'ennemi qu'on était dans une logique purement humanitaire, au contact de notre propre population,
sans forcément l'idée d'aller procéder à un débarquement cinétique sur les côtes arlandaises. Rassurer la population corse, donc on avait décidé de faire une escale, où les gens étaient en uniforme, ce qui n'est plus si commun que ça. Les plus anciens d'entre vous ont connu l'époque où on sortait en tenue, y compris à Toulon, ce n'est absolument plus le cas. Et là, en l'occurrence, j'ai dit, on fait une escale, on va se montrer à la population, multiplier les effets dans le champ informationnel pour dire, il y a des marins dans les rues, ils sont joyeux, ils sont aimables, ils n'ont pas peur, ils se montrent, et donc ils ne sont pas dans une logique guerrière. Et ça a bien marché aussi, puisque ça a été relayé à plusieurs reprises sur des réseaux, on faisait une veille sur les systèmes ouverts, sur Internet, et ça a plutôt bien fonctionné. Et ensuite, j'ai fait une fausse interview sur... alors là, c'était une journaliste d'Orion qui simulait la presse locale. Et j'ai été interviewé et j'ai dit qu'en gros, on était là pour rassurer le peuple corse, qu'on était avec eux, qu'on avait du fret humanitaire embarqué et qu'il y avait le Mistral qui attendait au large avant lui-même d'accoster. Donc tout ça concourait à créer de la confusion. Et en fait, notre petite victoire à nous, c'est que au débriefing de l'exercice, lorsqu'on a posé la question aux forces rouges, quelle était votre perception à ce moment-là de la position des bateaux, c'était assez proche de ce qu'on a voulu faire croire. Ils étaient persuadés qu'on était à 2 PHA, pas très loin, encore dans les eaux corses, donc protégées de la force rouge, parce qu'on était dans notre propre eau internationale, dans notre propre eau intérieure. Et donc on a gagné cette petite victoire dans le champ informationnel. Bon, ça n'a pas tenu longtemps, parce qu'une fois qu'on est à Paris, ils ont bien vu qu'on était tout seul. Et dès qu'on est sorti, dès qu'on a dévoilé, mais ces quelques heures, en fait, ont concouru en tout cas à ce qu'on ait un temps d'avance. Est-ce qu'on crée suffisamment de confusion pour que derrière, on dilue leurs forces, puisque ne sachant pas où on était exactement, parce qu'ils avaient quand même senti qu'il y avait peut-être un bateau qui était parti au sud, du coup ils avaient déployé un peu de force au sud, donc ils se sont dilués, et ça crée des brèches finalement dans le dispositif adverse. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut produire finalement avec quelques actions. Le champ informationnel est rempli d'opportunités et on peut produire des vrais effets militaires, tactiques, avec quelques idées. Voilà. Le D-Day, je vois ma montre parce que ça passe vite et je parle trop. Donc le D-Day, une fois qu'on avait fait cette manœuvre de déception, il y a eu un combat naval, je ne vais pas l'expliquer, c'est trop complexe, donc il y a eu de la tôle froissée, pas réelle, mais on s'est pris les missiles, notre force a été réduite. Ensuite, il y a eu un magic reload, où tout le monde renaît de ses cendres, afin de procéder au cœur du sujet, c'est-à-dire l'opération de débarquement, le D-Day, pour débarquer l'équivalent de l'échelon national d'urgence. Alors évidemment, on n'a pas débarqué 5000 personnes, on a débarqué à peu près 500 militaires de l'armée de terre, une soixantaine de véhicules. Et le reste de la force terrestre, une fois que la tête de pont était sécurisée, une fois que la frange côtière était sécurisée, eh bien, la FIRI, la force interarmée de réaction immédiate, a été déployée par un affrété, un navire civil, qui est parti de Toulon et qui est venu débarquer dans le port de Sète qu'on avait sécurisé, débarquer le reste des troupes pour constituer véritablement la FIRI en vue ensuite de rallier Castres et faire la jonction avec la brigade Para. Donc le dispositif, donc ralliement des 2 PHA, préparation d'une zone sanctuaire pour les opérations amphibies. Donc il y a une manœuvre de sécurisation, il y a la lutte contre les mines, il y a une frégate anti-aérienne, il y a une frégate anti-sous-marine. On va faire en sorte que cette zone d'opération amphibie soit la plus sécurisée possible avant d'envoyer nos 2 unités précieuses que sont les 2 PHA. Sans PHA, pas de débarquement et pas d'opération. Donc nous étions vraiment les unités précieuses, très protégées, et il fallait nous assurer que sur l'avant, d'où les opérations avancées, d'où la multitude de bâtiments, il y a quand même 30 bâtiments de combat qui ont été nécessaires pour sécuriser véritablement cette zone d'opération à Sète, face à des rouges qui étaient revanchards et assez affûtés, avec le chevalier Paul à sa tête. Création d'une bulle de défense, 2e couche de défense, et ensuite on était paré, une fois que les conditions étaient remplies, paré à débarquer les troupes,
Vous voyez un petit peu à quoi ressemble un dispositif dans la zone d'approche pour l'opération amphibie. Vous avez la Fire Support Area, la FSA, où on va mettre des frégates capables de faire des tirs contre terre. Ça a été notamment le cas lors de l'opération Harmattan sur les côtes libyennes pour détruire des batteries côtières, pour détruire des dispositifs ennemis. Et donc là, on est capable d'appuyer la force, d'appuyer le débarquement par des tirs contre terre. C'est ni plus ni moins que de l'artillerie, 76 mm ou 100 mm, pour pouvoir ensuite soit saturer l'ennemi, créer de la confusion ou détruire des positions de manière précise avec éventuellement l'aide de spotter adjust, de militaires de l'armée de terre ou marins capables de guider en phase terminale les obus tirés par les bateaux. L'approach line, donc l'approach lane, ça permet d'avoir une zone sanctuaire, une zone sécurisée pour permettre aux chalands de débarquement de rallier leurs différentes zones. Une zone à Frontignan au nord, le port de Sète, une darse dans le port de Sète au sud. Donc on avait 2 zones de débarquement simultanées et on a réussi à respecter ce qu'on appelle la hash hour, le moment où la porte touche la plage ou touche le quai, au même moment, à la minute près. Donc là, on s'est fait plaisir, mais en même temps, c'est le but. On a réussi à le faire malgré les contraintes météo, parce que la météo n'était pas de la partie ce jour-là. Il nous a considérablement contraints, comme c'est souvent le cas en amphibie malheureusement. Mais on a réussi, grâce à un peu de force morale quand même, parce qu'il a fallu convaincre les patrons d'embarcation qu'il fallait y aller, qu'on pouvait le faire, qu'on s'était bien entraîné et qu'on était combat ready. Donc là aussi, on a fait appel aux forces morales des marins et des troupes de l'armée de terre. On a réussi. Donc ça, c'était une petite victoire. Et on a réussi à faire pour 80-90% de ce qu'on voulait réaliser en amont, en planification. Grâce à ce qu'on avait effectué en répétition en Corse, on a réussi à dérouler le plan. Évidemment, il y a eu plein de canons conformes. On a été agressés. Il y a eu des drones qui sont venus nous harceler. Il y a eu plein de choses, des menaces asymétriques. Mais on a réussi à respecter la hash hour et ensuite prendre la tête de pont avec les forces de l'armée de terre, sécuriser, neutraliser les poches terroristes qui œuvraient dans la région et remplir la mission de manière assez remarquable au dire des chefs. Puisqu'on n'a plus trop de temps, l'opération Tonkin. Alors là, je vous parlais de la fameuse opération fluviale. Cette opération, durant la phase pendant laquelle les forces de l'armée de terre avaient quasi sécurisé l'ensemble de la frange côtière, il restait quelques poches de résistance, et notamment une fabrique d'IED, une fabrique d'engins explosifs improvisés, dans le cadre du scénario. Et dans la manœuvre tactique, on a proposé à un moment donné d'effectuer une opération via un fleuve, donc de pénétrer la zone ennemie via une opération fluviale. Et on s'est rappelé, en faisant un petit peu d'histoire, en révisant nos vieux bouquins, comment faisaient nos aînés, les jeunes enseignes sur les DINASSO, les divisions navales d'assaut, durant la guerre d'Indochine. Eh bien, on a réussi à réitérer ces tactiques qui sont finalement assez vieilles, mais qui marchaient bien. Et on a réussi à le faire. On a réussi à le faire grâce à l'action combinée de la flottille amphibie, évidemment, les patrons de chalands débarquement, les plongeurs de combat du génie qui ont été débarqués des chalands dans le fleuve sur des kayaks, donc qui ont ensuite ouvert le chenal avec les kayaks. Il y a également des fusiliers marins, une section de fusiliers marins qui était à bord et qui a ensuite été débarquée sur les rives du fleuve, le fleuve Hérault, vers la ville d'Agde. Et ensuite, ils ont procédé à pied, armés, vers cette fameuse fabrique d'IED. Tout ça appuyé depuis le PHA par un tigre, une patrouille de tigres, qui a réussi, sous faible préavis, c'est d'alerte à 5 minutes, pilote dans l'avion, pour apporter un appui aérien aux troupes débarquées. Donc on a vraiment joué tout le panel de l'opération fluviale. Et donc tout ça en référence au DINASSO. Pour ceux qui n'ont pas vu le film Le Crabe Tambour, je vous invite à voir ce film mythique
pour les non-initiés, hein, film mythique de carré de marine, mais qui se regarde encore assez aisément. C'est l'épopée du commandant Pierre Guillaume, dit aussi le crabe tambour, qui était issu de la promotion école navale 48, et donc figure emblématique de ces fameuses 10 Nassau. Je vais vous montrer un petit film, et j'en ai quasiment terminé. Je sais que je suis en retard, je vois les yeux inquisiteurs de notre... Alors, attends. Bon, j'ai plus de souris. Si. Ah si, c'est bon. Donc les deux PHA au large de 7. Le briefing dans la fameuse zone état-major, la préparation du matériel évidemment, les fameux kayaks des plongeurs de combat du génie, les Futura qui sont des embarcations pneumatiques, des commandos généralement. Là c'est opéré par des fusils marins. Vous voyez les Futura sur l'arrière du chaland. Donc on était en configuration combat. Là vous voyez la porte pour mettre en œuvre les kayaks et les plongeurs de combat. Donc tout ça se fait de nuit sous je mets la vision nocturne évidemment. Là c'est le pont derrière lequel il y avait un petit slip de débarquement où les Futura ont débarqué les troupes et les DAS. Donc là, ils ont commencé à effectuer leur progression à terre, sous menace également. Et c'est le chef de section qui a fait appel ensuite à un appui aérien directement sur la fréquence dédiée. Et on a fait décoller l'hélicoptère Tigre sur alerte. Là, vous voyez les images du Tigre. Hein. Donc il a réussi à appuyer très efficacement la manœuvre. Et ça résume assez tout le savoir-faire en fait et l'intégration de toutes les composantes des armées sur une opération de nuit. Qui sont assez complexes à réaliser. Dans un fleuve, on est Ça, c'était les répétitions, ça. Ça va, ça. Voilà, j'en ai quasiment terminé. Donc, les grands enseignements de l'opération, on vous l'avez compris, un exercice inédit par son ampleur, inédit par son ambition, à la fois tactique, stratégique. Hein. Il y avait un échelon de commandement opératif à Lyon-Montverdun qui a joué là aussi de bout en bout l'ensemble de l'opération. Ça avait commencé dès 2022. Hein. La phase 1 de planification de l'opération et qui a ensuite effectué la planification et la conduite depuis Lyon-Montverdun dans un état-major opératif un peu inédit de par son ampleur. L'esprit Polaris a encouragé une très forte émulation au sein des équipages, je vous l'ai dit, une émulation que j'ai pu ressentir moi en tant que commandant. Ça a été assez fédérateur, ce n'était pas gagné d'avance puisque ça restait un exercice, on était sur une phase très dense de sortie à la mer, il a fallu se remobiliser pour 3 semaines consécutives. Dans une logique de haute intensité où on dormait peu. On enchaînait toutes les phases sans réel repos entre chaque phase. Donc ça a été un vrai succès d'équipage où j'ai pu mesurer la force morale à laquelle je faisais référence en préambule. Succès de l'intégration des moyens alliés, plug and fight, sans nul doute. Les Otaniens qu'on avait avec nous étaient véritablement pleinement intégrés et très rapidement opérationnels. On parle le même langage, on est capable d'opérer ensemble. Ce n'est pas une surprise, mais ça va mieux par la force de l'exemple, dans une logique de haute intensité, où lorsque ça s'accélère, on sait se parler et on sait produire des effets ensemble.
M2MC, fondamental, multi-milieu, multi-champ. Je ne vais pas parler du volet cyber, où on a testé toute la lutte informatique défensive de nos unités, au travers, donc ça a été piloté par le centre support cyber, qui nous a challengé, qui nous a tenté des infiltrations au travers de mail phishing, au travers également de brouillage dans le champ électromagnétique. Donc il y a eu on a été véritablement challengé, nos organisations ont été challengées, et force est de constater qu'on a quand même, malgré qu'on soit un peu au balbutiement de ce nouveau champ, on sait se défendre et on sait adopter notamment des bulles de protection sur les bâtiments de combat. Donc dès lors qu'on a presque un prémisse de menace, on sait se mettre en position citadelle, hein, en bloquant tous les réseaux, tout en résolvant le problème. Puis l'enjeu de la synchronisation des effets. La synchronisation des effets était également un enjeu majeur d'Orion, et on a réussi à produire une belle synchronisation, que ce soit dans le champ informationnel, cyber, ou sur le volet naval, le volet aérien et le volet terrestre. Je pense que les objectifs ont été atteints. Évidemment, il y a énormément d'enseignements, autres que ceci, mais c'est ce que je retiens en tant que marin, en tant que commandant de bateau. J'en ai terminé, je suis prêt à répondre.